Troisième séquence de ce premier temps, François Colson, avec lequel nous allons, comment dirais-je, revisiter les indicateurs bénéfices apportés par le végétal et l'aménagement du paysage en ville. Bonjour Monsieur Colson, vous êtes le bienvenu. Mettez-vous au pupitre, vous serez plus à l'aise. Ben oui, c'est toute la question de la représentation finalement de cette richesse qu'on ne voit pas toujours, faute d'avoir les outils pour l'approcher. Bien, bonjour, merci de votre invitation. La communication que je vais présenter, c'est le fruit d'un travail collectif avec Pauline Laille et Damien Provandier, salariés de Plantécité. Moi-même étant administrateur de Plantécité au titre d'Agrocampus, avec la collaboration aussi des économistes d'Agrocampus et la relecture du conseil scientifique de Plantécité présidé par Louis-Marie Rivière qui nous a dit c'est bon, ça tient la route. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est paradoxal. 400 ans après André Le Nôtre, parler d'indicateurs des bienfaits du végétal en ville, ça témoigne d'un changement radical dans les changements des rapports de l'homme à la nature. Au XVIIe siècle, la nature relevait du chaos et l'homme devait, par sa sagesse et sa raison, le maîtriser. Et je pense que les jardins du château sont à cette image. Aujourd'hui, la nature est fragilisée, menacée dans ses équilibres fondamentaux par l'activité humaine, et nous devons la protéger, apprendre à gérer les écosystèmes du local à l'échelle planétaire. Les innovations techniques, notamment les techniques mécaniques ou les innovations chimiques, permettent aujourd'hui la maîtrise totale jusqu'au déséquilibre de la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes. Mais le changement ou la révolution, ce n'est pas seulement dans les techniques, c'est aussi une révolution dans les têtes, dans la relation homme-nature. On est passé du message du Créateur argumenté par les théologiens, dont saint Thomas d'Aquin ou ceux qui étaient de cette lignée, dominez la nature et soumettez-la. C'était aussi argumenté par les philosophes comme Descartes. L'homme est extérieur à la nature. Sa dignité et sa grandeur, c'est d'être extérieur, de la dominer, d'organiser la société, de gérer la nature. Aujourd'hui, l'homme n'est plus perçu comme extérieur, mais vraiment participant, acteur des écosystèmes, le prédateur suprême, avec une responsabilité d'en assurer la gestion soutenable, durable pour les générations futures. Parce que si on ne sait pas faire, les risques sont énormes. Et cette évolution, elle est aussi accompagnée par les contributions des philosophes, Merleau-Ponty, Escola, sur la relation nature-culture. Et comme l'a rappelé hier John Dixon Hunt, le fil vert de cette mutation, de la relation homme-nature, c'est bien la médiation du jardin qui nous l'a rappelé hier, nous a accompagnés sur ces 4 siècles que l'on vient de vivre, ou que les générations, c'est un collectif, a vécu. Le contexte actuel, c'est comment estimer la valeur ou les valeurs de la biodiversité pour éviter qu'en toute bonne foi, on la détruise, qu'on bouleverse ces mécanismes. Ce débat de société, il est fondamental. La Fondation de recherche pour la biodiversité a commencé un travail important avec les différentes disciplines scientifiques pour caractériser ces valeurs, essayer de se donner des indicateurs. Le végétal dans la ville, c'est qu'un tout petit bout de l'ensemble des services écosystémiques. Mais c'est sans doute un des plus sensibles, car c'est un des plus proches pour les habitants et les élus, et sans doute l'opportunité d'agir local dans un débat global, en disant il y a plein de choses, on ne sait pas, mais par contre là, il faut qu'on se bouge et vite on peut faire des choses. Ce besoin d'indicateurs
de la valeur de la biodiversité, de la valeur de la nature en ville, c'est les professionnels qui nous ont, signalé cette urgence. Professionnels des collectivités locales ou professionnels des entreprises, des bureaux d'études. Besoin d'indicateurs pour communiquer, mais aussi pour aider à la décision publique sur l'attribution des moyens. Et dans cette démarche, il ne suffit pas de produire des indicateurs, de les sortir du chapeau, mais pour répondre avec pertinence, il y a besoin de s'appuyer sur des travaux scientifiques pour vraiment, avancer dans le terrain sûr, pour valider ces bienfaits à travers des publications qui ont été validées par des collègues. Dès 2009-2010, Plantécité avait commencé un premier travail en collaboration avec l'UNEP, avec Valor, sur une première biblio fait avec l'aide d'une sociologue, Sandrine Manusset, une recherche bibliographique, 104 publications et un document de synthèse. Et on a la chance d'en avoir un premier exemplaire qui est maintenant à notre disposition. Mais il y a un an, les professionnels, par l'intermédiaire de la COMEP et du président de Valor, nous ont demandé d'aller plus loin, en disant il ne suffit pas de dire ça contribue à la santé, ça contribue aux équilibres environnementaux, mais donnez-nous des moyens de l'évaluer plus précisément. On s'est retourné. Alors, quels sont les domaines sur lesquels on peut travailler? J'y viens, mais d'abord une remarque de méthode. Ouais. Ça vous paraît peut-être un peu loin, mais en tant que chercheur, j'ai besoin d'expliquer par quel chemin je suis passé, où nous sommes passés collectivement. La première étape, ça a été de dire on va voir les économistes qui travaillent sur l'économie de l'environnement, qui savent évaluer par différentes méthodes la valeur de biens non marchands. Ils nous ont dit on va faire une méta-analyse. On a plusieurs dizaines de publications internationales à partir de l'analyse des prix hédoniques ou de la méthode d'évaluation contingente pour dire l'espace vert, ça peut donner X euros de plus quand on est à telle distance pour les habitats, etc. Et on est retourné vers le cercle Cité verte et là, on s'est heurté à une discussion en disant ça c'est bien, mais nous, ce qu'on a besoin, c'est de choses opérationnelles. Donc on est retourné à nos études, façon de parler, en disant on allait continuer ce travail de méta-analyse, mais il y a besoin d'outils opérationnels pour les acteurs, les élus, les services espaces verts, les professionnels. Et donc on est retourné dans la revue Biblio, et là on a eu l'aide très opportune d'un travail fait pour l'IFPRA, c'est-à-dire l'Association internationale des directeurs de parcs et jardins, avec une communication d'un Suédois, d'un économiste suédois, Konij Denjik, qui avait à nouveau analysé aussi 200 publications qui étaient encore différentes de celles qu'on avait analysées nous, montrant l'évolution du processus, et qui lui avait fait cette opportunité de les hiérarchiser du point de vue scientifique, c'est-à-dire de dire la tangibilité en disant ces domaines-là, le bienfait sur la santé, oui, c'est validé dans telle et telle condition. Par contre, l'effet sur la qualité de l'air, la validation, elle est beaucoup plus discutable. Donc, dans l'exposé, je voulais d'abord dire quelle est la synthèse de ces publications scientifiques et les indicateurs que l'on peut proposer en essayant de respecter l'horaire des 20 minutes que vous m'avez attribué. Donc, les bienfaits du végétal, on les évalue à deux niveaux. Au niveau de services écosystémiques individuels, c'est-à-dire la contribution au cadre de vie, et aussi collectif pour la régulation des équilibres environnementaux. On est là dans le domaine de biens non marchands, ces biens qui ont un coût de gestion, mais qu'on ne peut pas vendre sur le marché. C'est des biens qui sont publics, des biens communs, qui s'évaluent dans une double approche de bienfaits individuels pour la santé physique et la santé mentale, ou collectifs sur les équilibres écologiques, la qualité de l'air, etc. On sait qu'ils sont valorisés économiquement par le prix
prix des logements. Il y a plusieurs études, une des dernières faite sur Brest, à moins de 100 mètres d'un bel espace vert, c'est plus 11% de la valeur du logement, alors que si on est par rapport à un logement qui est plus de 100 mètres, à qualité équivalente sur les autres services. Donc, et là, on a plusieurs études dans ce domaine-là. Et je dirais, la valeur du logement fait un peu la synthèse des autres bienfaits qui sont attribués, je dirais, à ces espaces verts. C'est le domaine de la santé sur lequel il y a eu le plus de publications. Plus d'une centaine de publications internationales dans des revues à comité de lecture, avec comme hypothèse centrale, les espaces verts publics augmentent l'activité physique des habitants et avec un effet très significatif sur les populations sensibles, les enfants de moins de 15 ans et les personnes âgées. Publication parmi les plus significatives, parce que c'est paru dans la revue médicale The Lancet au Royaume-Uni en 2007. Mitchell et Pohan démontrent une baisse de la mortalité liée aux maladies vasculaires, significative surtout pour les personnes âgées. Au Danemark, la même année, Nielsen, sur un échantillon de 1200 personnes, montre un effet significatif sur la baisse de l'obésité et sur le stress ressenti par les populations. Bon, là, on a vu près d'une centaine de travaux, notamment aux États-Unis, au Japon, aux Pays-Bas. Un des travaux pertinents et très, très passionnants, c'est ce qui a été fait aux Pays-Bas par une thèse qu'ils ont appelée la vitamine G, la vitamine green, pour dire la contribution du végétal à la santé individuelle. Mais la surprise, c'est pas de travaux équivalents en France. Ce problème est aussi souligné par le dernier rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable, qui est sorti en avril 2013, en disant qu'il y a des recherches sur les allergies qui concernent une part croissante de la population et qui peuvent être maîtrisées à travers un choix raisonné des végétaux dans tel et tel espace. Mais les travaux sur le bien-être, pour l'instant, il faut encore les développer. Il y a des travaux sur les jardins thérapeutiques, notamment au niveau CHU de Nancy, avec la perception des 5 sens liés au végétal. Et aussi d'autres. On a noté d'autres travaux sur lesquels on en parle souvent, mais on n'a pas encore. Je dirais, ils ne sont pas suffisamment solides pour dire. Durée de guérison plus rapide quand on voit des végétaux. Oui, mais il faut avoir des validations statistiques qu'on n'a pas encore. Aux États-Unis, le fait que à moins d'1 kilomètre d'un logement, d'un espace vert, meilleure santé physique pour les femmes, meilleure santé psychologique pour les hommes, c'est des choses qui paraissent, mais il faut encore continuer à travailler pour avancer. Les bienfaits globaux de la régulation environnementale sur la présence du végétal en ville, c'est bien sûr la contribution à la biodiversité. Et là, il y a des choses déjà significatives menées en France par les écologues à travers les continuités écologiques. Le rôle positif dans la régulation climatique locale a été mis en évidence déjà depuis plus d'une dizaine d'années aux USA, notamment sur les îlots de chaleur à Washington et à Baltimore. En 2012, on montre que le moins 4 degrés de température et même moins 15 degrés sur la température de la route. Qualité de l'air, écoulement des eaux, y compris des aspects plus perceptibles, c'est aussi la contribution à l'approvisionnement d'agriculture en zone périphérique. Il y a aussi la contribution à la cohésion sociale, des études que je ne vous citerai pas, mais qui sont aujourd'hui publiées. Mais comment passer de cette littérature scientifique à des indicateurs mobilisables ? On ne peut pas avoir un indicateur pour la santé, un indicateur pour la régulation climatique. Pour mesurer les services environnementaux, économiques, culturels et sociaux tels que c'est proposé dans la plateforme Cité Verte, parce que la demande est multiple. Il y a une demande pour le décideur public d'éclairer le coût, le rapport coût-bénéfice, pour les professionnels, argumenter les dimensions multidisciplinaires d'un projet paysager et pour accompagner le processus de concertation.
Et cette utilisation, elle est différente au stade du projet et il y a besoin, dans un processus collectif, de l'utiliser site par site. On n'a pas un outil comme un thermomètre qui permettrait de dire, je dirais, à chaque site, on a une valeur qui va de 0 à 100 en fonction de l'ensemble de ces services. C'est vraiment un outil à adapter dans un processus de construction collective. Donc à partir de l'étude de tous ces paramètres des publications, on a réussi à les mettre en 5 types d'indicateurs caractéristiques des services des espaces verts dans 5 domaines d'évaluation. Le premier, la quantité de surface végétalisée. Le deuxième, l'accessibilité des espaces verts publics. Le troisième, la capacité de régulation environnementale. Le quatrième, les équilibres écologiques. Et le cinquième, les aménagements fonctionnels et esthétiques. Pour chacun, on est en capacité de les graduer, de une contribution passable à une contribution bonne ou excellente. Et cette analyse peut être conduite à plusieurs échelles, à celle d'une parcelle, à celle d'un territoire. Et pour chacun de ces échelles, on propose des indicateurs. Je vais donner quelques exemples pour l'accessibilité aux espaces verts publics. Pour la parcelle, c'est la distance à moins de 500, une parcelle qui a un espace vert public à moins de 300 mètres, là on est à moins de 5 minutes d'accès, c'est vraiment le maximum. Et à partir au-delà de 15 minutes de marche à pied, au-delà d'un kilomètre, on a, je dirais, c'est beaucoup moins pertinent. Quand on est sur un espace paysager, ça peut être mesuré par la fréquentation du site. Les grandes villes déjà mesurent, le parc de la Tête d'Or a été évoqué ce matin avec le nombre de visiteurs je dirais, journalier. Donc, toutes ces choses-là, maintenant, les indicateurs. Au niveau d'un territoire, ça va être le pourcentage de la population qui a accès à des espaces verts à moins de 5 minutes. Donc, voilà l'exemple pour l'accessibilité. Pour les surfaces végétalisées, donc c'est là non seulement les espaces verts publics, mais aussi l'ensemble des espaces verts végétalisés. On a au niveau de la parcelle des coefficients de biotope. Ville comme Berlin a déjà mis au point ce type de système. Donc on peut le décliner au niveau d'espaces paysagers et territoires. Il y a d'autres indicateurs, d'autres groupes d'indicateurs où les appréciations vont être plus qualitatives sur la capacité de régulation environnementale, où là ça va être la strate arborée par rapport à la strate herbacée qui nous permettent de graduer, ou sur les équipements fonctionnels et esthétiques, là où c'est plus l'avis des experts et des utilisateurs qui permettent de grader. Cette méthode et les indicateurs adaptés aux différentes échelles permettent de... C'est à la fois utilisable pour un particulier qui veut comparer les bienfaits de 2 types de logements à différents endroits, mais surtout quand on est pour un espace paysager, pour un service espace vert qui veut discuter une amélioration de cet espace ou même construire un nouvel espace en liaison avec un paysagiste, pouvoir, au moment du diagnostic, regarder est-ce qu'on a des informations sur les 5 domaines, au moment du diagnostic lui-même, graduer les forces et les faiblesses, et ensuite discuter par exemple 2 scénarios différents pour dire il y en a un qui est plus fort sur la régulation environnementale et l'autre va être plus fort sur les critères d'accessibilité. C'est un outil, je dirais, au niveau du territoire pour accompagner des politiques d'aménagement urbain, y compris aider les élus pour, dans le cas d'un PLU de ville ou d'agglomération, les aider à fixer des indicateurs ou des curseurs sur... et on pourra même aller sans doute à l'avenir pour un outil d'aide à la décision, pour spatialiser sur un territoire les services et les bienfaits de l'environnemental. En conclusion, 3 messages. Le premier, oui, la méthode d'analyse est opérationnelle. Elle a déjà été testée avec des paysagistes et des directeurs de services espaces verts dans un groupe de travail de Plantécité. Les paysagistes soulignent l'intérêt de la phase préparatoire du diagnostic et celle de la concertation avec les représentants de la population. Mais ils sont prudents sur la représentation graphique que nous proposons. Les services espaces verts, eux, soulignent l'importance pour objectiver le débat coût-avantage
d'un investissement, y compris le coût de gestion, pour discuter avec les élus et les habitants, et aussi pour graduer les 5 caractéristiques de 1 à 4 ou 1 à 5 avec une représentation graphique. Donc on a fait 2 représentations, l'une en étoile, l'autre sous forme d'histogramme qui est à la disposition et qui, je pense que le travail dans l'année qu'il nous faut maintenant expérimenter à plus grande échelle permettra de compléter, d'affiner l'outil. Mais Monsieur Colson, comment est-ce qu'on fait pour que ces indicateurs ne soient pas vécus comme étant des normes? Parce qu'on ne les a pas normés. Oui, mais parce qu'on peut très bien utiliser le modèle que vous proposez, en disant, tac, je me calque dans ce modèle, je réponds en termes d'accessibilité, en termes de superficie à ce modèle, donc j'ai fait un travail formidable. Comment est-ce qu'on fait pour échapper à la norme? Je pense que c'est la sagesse des paysagistes et des services espaces verts qui diront, parce que chaque site est caractéristique de conditions je dirais pédoclimatiques, de conditions historiques, ça a été rappelé dans la plupart des communications de ces 2 jours, et on n'est pas dans un site paysager, c'est pas un produit de supermarché. Donc la grille, c'est une démarche qu'il faut adapter au site, c'est pas un outil de comparaison entre sites, c'est un outil pour aider je dirais le décideur à dire voilà les forces et les faiblesses de ce site au moment de l'aménagement, et en disant ensuite l'aspect essentiel, c'est-à-dire de présenter différentes alternatives dans l'aménagement selon les projets pour pouvoir les discuter et essayer d'objectiver au maximum les atouts de ces services. Dans la deuxième conclusion, c'était l'importance aujourd'hui, compte tenu de la démarche entreprise au niveau européen, d'une évaluation des services écosystémiques globaux, d'avoir une contribution sur les services en ville. Parce qu'on parle surtout des services de façon globale. Et il y a une initiative du ministère de l'écologie en France en liaison avec le CERTU auquel il nous faut absolument pouvoir contribuer. Et le troisième message en conclusion, c'était l'importance, l'urgence de développer des travaux de recherche en France sur les bienfaits du végétal dans le domaine de la santé. Plantécité a déjà quelques programmes sur les trames vertes urbaines, sur la régulation climatique, sur la biodiversité Curbio, mais il y a un besoin de construire un programme avec des médecins et des sociologues sur les relations santé et végétale, avec une cartographie, je crois les outils méthodologiques existent, et je pense qu'il nous faudra se mettre collectivement pour dire dans le prochain programme PNSE, Programme Nature, Santé, Environnement, on puisse dire qu'il y a besoin de travaux sur le végétal et la santé humaine. Et pour conclure définitivement, remercier le soutien de l'interprofession, mais aussi l'exigence des professionnels de la filière du paysage pour dire il ne faut pas seulement avoir une démarche conceptuelle, mais donnez-nous des outils, et je pense que c'est cette exigence auxquelles on a essayé de répondre avec ce travail qui est, depuis ce soir ou demain matin, disponible sur le site internet de Plantécité. Un grand merci, Monsieur Colson. Attendez, ne bougez pas, ne bougez pas. Quelqu'un souhaite-t-il réagir à ce propos, faire remarque de commentaires sur ce travail, sur cette contribution? Alors moi, j'en ai une. C'est-à-dire, est-ce que l'état de l'opinion peut être pris en compte dans un tel travail? Parce qu'on a vu, durant ces rencontres, que naturellement, de plus en plus, le citoyen, acteur, avait son mot à dire, exprimait ses préférences, ses attentes, ses volontés. Est-ce que l'état de l'opinion est un paramètre qu'on peut intégrer dans le modèle ou dans la grille que vous nous proposez, monsieur? Je ne pense pas que ce soit l'état de l'opinion, mais c'est la possibilité d'offrir dans les groupes qui vont évaluer, qui vont diagnostiquer un site et qui vont donner les avis sur des différents projets, d'avoir des représentants des habitants
qui vont exprimer ces avis de l'opinion pour essayer d'objectiver le plus possible, par exemple, la qualité de service fonctionnel et esthétique d'un site. Ça ne se mesure pas avec une règle ou un thermomètre. Donc il y a besoin, à partir des schémas proposés, des dessins des paysagistes, et d'en discuter, de dire celui-ci, on le gradue. Sur l'aspect fonctionnel, il y a des bancs, il y a des terrains de jeu pour les enfants où on peut courir, ou c'est un truc qu'on regarde seulement de l'extérieur. C'est très beau, mais ce n'est pas fonctionnel. Donc on peut... Pour mener ce travail, est-ce que vous avez été en relation, monsieur, avec des responsables de collectivités, qu'ils soient élus ou directeurs de services? Oui, c'est ce que j'évoquais rapidement. On a un groupe de travail piloté par Damien Provandier sur la thématique 6 de Plantécité sur l'aspect paysage, où il y avait des paysagistes et des représentants de services espaces verts, où l'étude a été présentée. Il y a eu une discussion d'ailleurs assez compliquée sur la représentation graphique en étoiles. Et les paysagistes ont dit « Ouh là là, ça, on est très réservé là-dessus ». Et ils nous ont conduit à faire une deuxième proposition de représentation graphique. Donc, là, on a commencé à le tester, sachant qu'aujourd'hui, il faut une... Alors, il y a aussi eu une présentation au Conseil scientifique de Plantécité au mois d'avril dernier, avec des remarques de directeurs de services espaces verts qui font aussi partie de ce Conseil scientifique. Mesdames et messieurs, nous remercions chaleureusement François Colson pour ce travail et cette communication.